Chers téléspectateurs de Yosta Télévision, bienvenue sur votre émission Parlons Éducation. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez importante pour notre pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de passer de la théorie à la pratique et les savoir-faire pour notre système éducatif congolais. Pour en parler ce soir, j'ai M. Gérard Gérald Moulinda, conseiller en orientation scolaire et professionnelle, qui va décortiquer avec nous les sujets sur ces tribunes de réflexion pour arriver à des solutions pratiques qui permettra à ce que tout citoyen congolais puisse être dans le bain de l'apprentissage, qui lui permettrait de pratiquer ce qu'il a appris et d'être quelqu'un de valeur dans la communauté. Monsieur Gérard Gérald, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dieudonné. Vous êtes expert en orientation professionnelle et aussi orientation scolaire pour les élèves et vous êtes professeur au Collège Prince de la Paix. Absolument. Alors ce soir, nous vous recevons dans votre casquette d'expert, analyste éducatif, afin de proposer des solutions à la République démocratique du Congo par rapport à la plupart des théories que nous recevons dans notre système éducatif, comme nous l'avons constaté. Et pour commencer, comment pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs tout court, comme la théorie qui est diffusée aujourd'hui en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la parole, monsieur Dieudonné. Il faudrait dire d'entre deux jeux que nous sommes partis d'un constat d'après lequel le système éducatif congolais, entendu nos programmes de formation, se base plus sur les théories, les connaissances théoriques, plutôt que sur d'autres dimensions du savoir pourtant fondamentales. Voilà pourquoi nous sommes venus parler de ce problème, réfléchir et proposer des solutions. Nous, en tant que spécialistes, j'aurais bien voulu parler des spécialistes que d'experts, spécialistes en matière d'éducation au regard de nos études et de notre expérience en éducation. Alors, pour comprendre, nous disons qu'il y a trois types de savoirs, trois dimensions de savoir, qu'en principe, un système éducatif est appelé à développer chez les apprenants. Il y a ce que nous appelons le savoir, il y a ce que nous appelons le savoir-faire et ensuite le savoir-être. C'est trois dimensions de connaissances, trois dimensions de savoir différentes, mais qui pourtant, je dirais se complètent pour pouvoir donner une formation intégrale aux apprenants. Alors, nous avons en premier lieu le savoir. Les savoirs, c'est ce que nous appelons de manière simple des connaissances. Les savoirs, ce sont des informations, des notions théoriques sur qu'on dispense, qu'on transmet à l'élève, je voulais dire, et que l'élève doit pouvoir mémoriser ou restituer. Donc si nous devons bien les dire, oui. Les savoirs, c'est ce que nous connaissons déjà en République démocratique du Congo, les professeurs qui s'étaient devant nous et qui nous dispensent toute la connaissance que nous recevons. Absolument, c'est la coutume que nous vivons tous les jours dans le salle de classe. Par exemple, justement, un élève qui sait définir la démocratie, c'est l'élève qui fait preuve de connaissance en démocratie. Mais il définit la démocratie sans savoir appliquer le règle de la démocratie lors d'un débat scolaire. Ça veut dire qu'il a la connaissance, mais qu'il n'a pas l'aptitude. Ce qui nous amène à définir les seconds types de savoir que nous appelons le savoir-faire. Les savoir-faire sont, nous pouvons les appeler autrement, les aptitudes ou bien les capacités. Donc quand nous parlons de savoir-faire, c'est en dehors de ce que les professeurs nous disent. Comment nous les pratiquons, comment nous l'appliquons. Absolument, ce sont des compétences pratiques, l'application concrète des connaissances dans des situations réelles. C'est ce que nous appelons le savoir-faire ou bien les aptitudes. Pouvons-nous aussi parler du savoir-faire comme ce qui est dispensé dans les centres de formation, là où nous allons pour des formations raccourcies, plutôt que les cursus normal? Oui, d'ailleurs, on sait voir cette dimension de savoir plus dans des centres de formation professionnelle, parce que là, la formation est plus pratique. C'est là où réellement on transmet le Pouvons-nous aussi dire savoir que les institutions techniques partagent les savoir-faire? Absolument. C'est là où on partage vraiment le savoir-faire en donnant moins de savoir ou de connaissances théoriques, beaucoup plus de pratique ou bien de savoir-faire. Okay? Mais cela ne devrait pas être quelque chose qui est plus enseigné dans des centres de formation seulement, mais ça doit aussi être dans des cycles longs. C'est vrai, le cycle long, on va y revenir, prépare les apprenants à aller jusqu'à l'université, mais il faudrait qu'on intègre l'aspect pratique, parce que sans pratique, la théorie ne nous sert à rien. Et donc, je voulais donner un exemple pour bien illustrer ce que nous sommes en train de dire. Nous disons, vous prenez un étudiant en mécanique
qui connaît la théorie du moteur, c'est le savoir, mais qui, dans la réparation d'un moteur, il peut démontrer son savoir-faire. Il connaît c'est quoi un moteur, quelles sont ses parties, quel est le mode de fonctionnement théoriquement. Mais en face d'une situation qu'il demande de réparer le moteur, quand il sait le faire en ce moment-là, on dit qu'il a le savoir-faire dans ce qu'il apprend. Et ça, c'est très capital parce que si aujourd'hui les États-Unis sont ceux qui sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens, des pédagogues, notamment des Way, qui ont insisté sur ce qu'ils ont appelé le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est une conception de l'éducation basée sur la pratique. L'élève doit agir, l'élève doit inventer, l'élève doit entreprendre, l'élève doit créer, l'élève doit être en mesure de résoudre des problèmes. Tout cela illustre bien une éducation basée sur le savoir-faire. Et si nous devrions prendre l'exemple sur la République démocratique du Congo, les savoir-faire ne seraient-ils pas aller travailler dans un bureau, être performant par exemple? Pardon, je n'ai pas bien suivi. L'exemple de la République démocratique du Congo, ne dirions-nous pas que les savoir-faire seraient aussi être dans un bureau, performant et produire des résultats? Tout dépend du domaine. Ok? Quelqu'un qui a fait le secrétariat, par exemple, il va l'exercer dans un bureau, bien entendu. Sauf que, par exemple, il apprend comment on accueille le chef, comment on organise le rendez-vous du chef théoriquement. N'est-ce pas? Ça, c'est le savoir. Mais s'il est en face d'une situation où il doit programmer les activités annuelles du chef, il est incapable de les faire en ce moment-là, il y a un défaut du savoir-faire. Il faudrait donc, en plus d'apprendre les principes, les normes sur comment élaborer le planning ou bien les activités annuelles du chef, il a appris ça théoriquement, ces normes-là, il doit également savoir le pratiquer, proposer des plannings adaptés. Et quand le chef applique, il se dit que celui-là a un savoir-faire. Voilà. Et donc cela s'étend à tous les champs, dans le bureau et dans la transformation. Absolument. Comme nous les voulons. Absolument. Parce que les domaines ne sont pas le même et n'ont pas la même nature. N'est-ce pas? Je pris l'exemple de l'étudiant en mécanique, n'est-ce pas? Parce que lui, son bureau, c'est les moteurs, c'est l'atelier. Voilà. Ok? Il connaît l'organisation d'un atelier, il connaît comment on repart un véhicule. Théoriquement, on lui a appris ça en classe, n'est-ce pas? Mais il doit aussi être capable de réparer une voiture quand la voiture tombe en panne. Vous comprenez? Et comment contextualisez-vous ces savoir-faire au contexte de la RDC aujourd'hui? Parlons ce soir de l'évolution du système éducatif congolais. Quel est votre but en parlant de ces savoir-faire ici en République démocratique du Congo? Au fait, nous voulons, le constat est que notre système éducatif est purement théorique. C'est là notre souci, c'est ça le problème. Nous parlons de ce sujet pour attirer l'attention des acteurs éducatifs, que ce soit les acteurs étatifs, que ce soit le promoteur des écoles, les préfets des écoles, les professeurs, les parents, les élèves eux-mêmes, qu'on comprenne que nous devons bâtir une école qui elle-même se base sur la pratique et non pas sur les théories. Donc nous voulons sensibiliser, éveiller l'attention et pousser les acteurs éducatifs à changer la manière de faire l'école. C'est l'objectif de cette émission. Monsieur Gérard de Moulinda, les troisième concept, les savoir-faire. Comment les définissez-vous? Alors, les savoir-faire, c'est ce que nous appelons aussi les attitudes ou les valeurs. Ou encore, en termes simples, nous parlons souvent du savoir-vivre. Vous comprenez? Alors, je vais vous donner un exemple. Nous, quand on était élèves, dans l'ancien temps, on chantait toujours une chanson, on disait « Un bon élève, quand il s'élève le matin, il va chez le parent, il va les saluer. » Vous voyez? Alors, l'enfant qui, chaque matin, va chez le parent, il les salue, il fait preuve de savoir-être. L'enfant qui, quand il voit le visiteur, il va le saluer. C'est un exemple, un signe d'un enfant qui, effectivement, a le savoir-être. Vous comprenez? Je donne un exemple plus important, plus patent. Vous prenez une famille où les parents ne sont plus là et ont laissé l'héritage. Si les héritiers sont capables de pérenniser cet héritage le plus longtemps possible, ils sont capables de le fructifier, c'est un signe qui montre que ces héritiers ont un savoir-faire dans le domaine de la gestion. Mais en plus de cela, ils ont le savoir-être avec eux. Parce que notre constat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, quand ils laissent leur héritage,
juste après le départ des parents, et puis quelques temps après, il y a des querelles, les familles se disputent, il y a du désordre, il y a même les héritiers qui s'entretuent. Ils ont du mal à pérenniser et finissent par quoi? Par vendre l'héritage. Or, rappelez-vous d'une récitation que nous avons appris, on nous a dit, gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage qui vous ont laissé vos parents. Or, pour être capable, pour les héritiers, à garder longtemps l'héritage, ils doivent avoir en eux le savoir-être. Quand ils ont le savoir-être, ils sauront bien, je dirais, se partager l'héritage, bien gérer des conflits s'il y en a. Donc, les savoir vivre, pour moi, c'est la clé, c'est le fondement même de toute chose. Dans nos écoles, avant de pouvoir instruire, développer les aptitudes ou donner des connaissances, nous devons d'abord commencer à asseoir les savoir-être, le savoir-vivre. C'est la base de toute chose. On va revenir sur les conséquences de cela plus tard. Alors, Monsieur Gérald de Moulinda, vous faites comprendre à notre public que les savoirs, des théories que nous recevons de l'école sont accompagnés de la pratique que nous devons accomplir dans les milieux professionnels, mais aussi qu'il y a un aspect très important qui est les savoir-être. Oui. Alors, pourquoi parler de ces trois aspects dans les milieux éducatifs? Oui, nous avons dit ces trois connaissances ou ces trois savoirs, permettez-moi cette tautologie, ces trois savoirs se complètent, n'est-ce pas? Ils se complètent, mais pour nous, à la base, nous devons d'abord commencer à fixer ou à développer les savoir-être. En lingala, on dit kibomoto. Vous comprenez? Koyeba kova nanaba kibomoto. Et François Rabelais dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire, quel que soit le degré de votre instruction, de votre compétence même, de vos capacités pratiques, si vous n'avez pas les savoir-être, si vous n'avez pas les savoir-vivre, eh bien, vous êtes nul. Vous n'allez pas servir la société. Et voilà pourquoi nous avons des élites, des gens très intelligents, mais qui n'arrivent pas à développer un pays parce qu'il y a beaucoup de détournements, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, faute du savoir-être. Kibomoto. Et non, nous, ils ont forgé comme il se doit. Vous comprenez? Alors, donc, nous faire comprendre aux gens qu'il faut non seulement instruire des connaissances, mais aussi des compétences, mais et surtout le savoir-être qui doit être la base. Et ensemble, je crois que nous allons donner une meilleure formation à nos apprenants. Nous parlons de la formation intégrale. Monsieur Gérald de Moulinda, vous êtes conseiller en orientation scolaire et professionnelle, professeur au Collège Prince de la Paix. En tant que professeur aux humanités, quel est le constat que vous avez fait dans les systèmes éducatifs congolais pour lesquels aujourd'hui l'accent devrait être mis sur la pratique et les savoir-faire et les savoir-être? En tant que conseiller en orientation professionnelle, où avez-vous constaté des déficits? Quelle est l'image que notre éducation congolaise donne aujourd'hui en ce qui concerne ce type de savoir? Je veux vous parler, si on aura le temps, de trois constats que nous avons fait. Le premier, la domination du modèle théorique. Je vais vous donner un exemple. Dans nos programmes, privilégient la mémorisation, la récitation, plutôt que les aptitudes et les attitudes. Les aptitudes, ce sont de savoir-faire. Les attitudes, ce sont de savoir-être. N'est-ce pas? Comment je le sais? Je sais au travers, des objectifs opérationnels ou des compétences prévues pour transmettre aux élèves. Un exemple. Vous avez à l'école primaire la branche DESE, éducation pour la santé et l'environnement. Vous avez comme leçon l'hygiène. L'objectif est de définir l'hygiène. Vous comprenez? L'enfant, après la leçon, va être capable de vous dire c'est quoi l'hygiène, mais il ne sera pas capable d'entretenir l'hygiène sur lui-même et autour de lui, parce que l'objectif poursuivi dans cette leçon, c'est simplement de définir. Et quand vous lisez nos programmes scolaires, le programme nationaux, que ce soit du primaire ou du secondaire, vous trouverez beaucoup de contenus de matière qui ont pour objectif définir, expliquer, décrire, citer, rarement des objectifs pragmatiques tels que appliquer, résoudre. Vous comprenez? Et ça, c'est un défaut. Si nous ne savons pas le corriger. Un deuxième exemple. Un deuxième exemple. Dans le contenu, on définit juste l'hygiène, on fait réciter cela à l'élève, mais on ne lui fait pas appliquer. Ça, c'est dans le contenu.
L'objectif, nous avons c'est définir. Le contenu, ça sert à quoi? L'hygiène et patati patata. Dans votre constat, Oui. nous dit que les systèmes éducatifs congolais nous donnent plus de théories que la pratique de la théorie reçue. Absolument. Alors, en dehors des objectifs opérationnels qui nous permettent de voir ces défauts, il y a aussi les heures, il y a absence de heures de pratique ou très peu d'heures de pratique. Ok? Prenez le programme national des humanités pédagogiques. Vous avez les cours de psychologie, didactique, etc. La grille horaire, on vous donne le nombre d'heures pour chaque cours, 2 heures généralement. Mais toutes ces heures-là sont prévues pour la théorie. Et quand vous lisez les programmes, nulle part, on prévoit, après la fin d'un chapitre, la pratique. Après la fin d'un chapitre, la pratique. Sauf peut-être seulement au début où on parle des observations psychologiques ou psychopédagogiques selon le cours. Vous comprenez? Juste au début de l'année scolaire, on va à l'école primaire, on fait des observations, on rentre, on fait des commentaires, et dans tout le reste du temps de l'année, toutes les matières seront enseignées à l'école de manière théorique, mais en vous référant à quelques 2-3 séances d'observation qu'on a menées, encore que sur le plan pratique, beaucoup de professeurs ne font pas cela. À quoi sert? Donc l'école devient une forme de petite prison où nous apprenons beaucoup plus de théories et après cette formation, nous avons besoin d'une autre formation qui sera beaucoup plus pratique. Absolument. Et ça, c'est une perte. Hein, c'est une perte. Nous avons déjà dépensé autant d'argent pour payer l'éducation. Nous avons passé 6 ans de formation et après, vous n'êtes pas toujours capable de réaliser ou d'être opérationnel dans le monde du travail. Ça, c'est dommage. Vous avez parlé des 6, mais si nous arrivons encore à 12 et plus de l'université, ça fait quand même beaucoup. C'est très dommage. Une perte pour l'État, une perte pour la société, une perte pour le parent, une perte pour l'étudiant lui-même. Et si cette théorie, l'enseignement basé sur la théorie est une perte pour la République démocratique du Congo, que pensez-vous sont les racines ou encore la source de cette situation que nous vivons aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors que le système est en constante évolution avec certaines réformes qui sont publiées par le ministère de l'Éducation? Permettez-moi de donner les deuxièmes signes qui nous montrent que notre enseignement est théorique très rapidement. Nos évaluations sont centrées sur les connaissances et non pas sur les comportements ou encore moins sur les aptitudes. Très souvent, nous basons nos connaissances sur les exemples. Vous enseignez la psychologie en deuxième année humanité pédagogique. Vous enseignez la volonté. Les évaluations, ce sont des évaluations écrites et théoriques. Qu'est-ce qu'est la volonté? Quels sont les défauts de la volonté, etc., etc. N'est-ce pas? L'enfant peut réussir dans de tels types d'évaluations. Mais quand vous regardez son comportement, il ne fait pas preuve de volonté. Mais pourquoi il a appris la volonté? Et cet élève maître-là est appelé à aller former à l'école primaire où il doit développer la volonté chez l'enfant à l'école primaire. Mais on lui a appris seulement c'est quoi la volonté, la théorie sur la volonté, mais on ne lui a pas appris comment développer la volonté sur lui-même, soi-même, encore moins chez l'autre. Vous comprenez? Ce qui fait que quand il sera en face de l'élève à l'école primaire qui dort pendant les cours, il sera en face de l'élève qui vient toujours en retard, il ne saura pas quoi faire parce qu'il n'est pas outillé en termes de méthode. Et la solution, c'est quoi? C'est frapper. La solution, c'est quoi? C'est comme ça qu'il n'y a pas de qualité dans ce que nous faisons comme éducation. Vous comprenez? Alors, le système éducatif, il est universel pour certains pays. Quel est le modèle pédagogique qui devrait être adopté dans nos écoles congolaises pour nous permettre d'arriver effectivement là où le ministère de l'Éducation veut que la nation congolaise puisse arriver avec sa formation? Alors, le modèle que nous voulons, je bien voulu en parler à la fin quand nous allons parler de solutions, où nous allons proposer les modèles que nous estimons plus performants. Maintenant, vous m'avez demandé de vous dire les origines de ce phénomène. Pourquoi nous basons notre enseignement sur la théorie plutôt que sur les attitudes et les aptitudes? Nous disons que c'est d'abord un héritage colonial, dans la mesure où l'école belge a été conçue pour former des exécutants, des gens commis, capables de lire, écrire, compter, et non pas développer la créativité et l'esprit critique. Vous comprenez? Ça, c'est la première origine. Mais je voudrais plus insister sur les réformes que nous-mêmes, nous avons apportées juste après la colonisation.
c'était quoi la foi? Au regard des faiblesses remarquées avec les systèmes belges, nous nous sommes dit non, nous devons former les futurs étudiants pour élever notre niveau de formation. Vous comprenez? Alors, en voulant former les futurs étudiants, nous avons privilégié l'aspect théorique en négligeant la pratique et les attitudes. Vous comprenez? Nous avons bombé nos programmes avec des contenus théoriques sans penser à comment apprendre aux élèves à les appliquer à partir du moment où ils les apprennent. Et ces défauts n'est pas seulement observé au niveau des humanités, mais aussi jusqu'à l'université. Je vous donne un exemple. Nous avons suivi le cours d'observation et entretien psychologique, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de pratiques à l'université. Il n'y a pas des salles où vous devez apprendre des entretiens psychologiques. Il n'y a pas assez de pratiques sur les observations psychologiques. Pourtant, il y a des grilles d'observation que nous pouvons utiliser pour apprendre à comment on fait des observations psychologiques. Vous comprenez, messieurs Dieudonné? Et donc, les défauts est venu aussi à partir de là. Les réformes que nous avons apportées, nous avons plus privilégié les connaissances théoriques plutôt que les connaissances pratiques et les attitudes, ou en d'autres termes, le savoir-être. Et ensuite, nous faisons face à des défis sérieux dans notre système éducatif. C'est lié à la pauvreté et au manque d'équipement. Faute de laboratoires, d'ateliers, de matériel didactique, les enseignants n'ont pas d'autre choix que de se limiter à la théorie. Je crois dans l'une des émissions précédemment réalisées, nous avons essayé de démontrer cela. On ne va pas s'attarder. 4. La formation initiale des enseignants, elle aussi, pose problème. Les enseignants eux-mêmes ont été formés dans un système basé sur la récitation et donc ils ne peuvent que reproduire ça auprès des élèves. Vous voyez ce qui fait que nous sommes en train de perpétuer un système théorique et qui n'est pas efficace. Donc nous devons nous réveiller pour pouvoir changer notre manière de faire l'école. Alors, parlant du système éducatif mondial, vous avez donné l'exemple des États-Unis qui est pragmatique dans sa formation. Que pensez-vous que la pédagogie élabore comme principe de ce qui doit être enseigné dans les écoles? Oui, le premier principe, il y en a beaucoup, hein, je vous cite quelques-uns. Le premier principe, c'est que le Forum mondial, le Forum économique mondial, recommande que la formation des élèves, des apprenants, doit se baser sur les attitudes, entendu savoir-faire, et les attitudes, entendu savoir-être. N'est-ce pas? En plus, bien sûr, de savoir qui sont des connaissances théoriques. Deuxième principe théorique, en éducation, nous disons qu'il faut donner la formation intégrale aux enfants. Il faut former la tête, entendu les connaissances théoriques, il faut former le main, entendu les compétences pratiques, et il faut former le cœur, entendu le comportement. L'enfant qui profite d'une telle éducation, c'est un enfant qui a une formation équilibrée. Il est apte, il a la culture générale, les connaissances théoriques, mais il est également capable de résoudre des problèmes, il est également capable d'appliquer des théories qu'il a dans sa tête, et ensuite il sait vivre avec le gens. Vous comprenez? C'est ce que la pédagogie nous recommande, et nous devons tout faire pour revenir à appliquer ces recommandations. Alors, quelles sont les répercussions globales sur notre pays si nos élèves ou les étudiants ne sont pas formés selon ces modèles? Que pensez-vous qu'il va se passer pour le Congo de demain, qui est souvent chanté comme être le Congo de la jeunesse? Déjà, avant même de parler du Congo de demain, le Congo d'aujourd'hui souffre à cause de cela, entre autres, n'est-ce pas? Et parmi les inconvénients, il y a le chômage. Le chômage des diplômés. Beaucoup d'universitaires ont des diplômes, mais ne font pas preuve de compétences face à des situations concrètes. N'est-ce pas? Quelques signes. Le marché du travail veut tel profil, mais ce n'est pas ce que vous apprenez à l'école. Et quand vous venez, vous ne vous en sortez pas. Il y a trop de théories que le marché du travail n'en a même pas besoin. Souvent, on s'est dit, quand on était étudiant, on avait des statistiques très approfondies, très compliquées. Mais quand on vient dans le monde du travail, on s'est dit, mais... Ouais, que pensez-vous que cela peut causer comme conséquence pratique à la République démocratique du Congo? C'est trop de théories qui marchent.
Que pensez-vous que ça peut causer au gouvernement, à la population? Mais en plus de chômage, qui est déjà un problème majeur que le jeune rencontre aujourd'hui. Pensez-vous que le chômage est dû à trop de théories que les jeunes connaissent? Parce Oui, je qu'il y en a pense qui bien. s'en sortent au test d'évaluation pour entrer dans les entreprises. Je pense bien en partie, je l'ai déjà dit ici, je pense bien en partie, ces systèmes actuels contribuent à former des chômeurs plutôt que de créateurs d'emplois. Et faute comment de pratique. expliquez-vous que les systèmes forment des chômeurs alors qu'il y en a qui sont recrutés toutes les années? Oui, c'est le choix, nos choix éducatifs qui font ça, n'est-ce pas? Nous avons choisi un modèle basé sur la théorie, c'est cela les conséquences. Alors dirons-nous que les filières sont aussi importantes dans ces cas des conséquences. Ça veut dire, vous voulez dire? Y aurait-il des filières qui forment beaucoup plus des théoriciens que des praticiens? En tout cas, d'une manière générale, au Congo, et pas seulement, et en Afrique d'une manière générale, la plupart de nos filières sont théoriques, excepté la médecine, n'est-ce pas? La médecine, quelque peu la pédagogie, mais le reste des domaines, ou quelque peu aussi l'informatique, mais le reste des domaines sont des formations théoriques. Même l'informatique en question, quand vous y allez, les gens préfèrent apprendre l'informatique dans un centre de formation parce que c'est plus pratique qu'à l'université, parce que c'est plus théorique. C'est ce qui n'est pas une bonne chose. Là, vous venez d'épingler un point de plus en plus important. Aller dans les centres de formation plutôt que dans les universités pour rééviter la théorie, mais donner une image à la pratique. Monsieur Gérald Moulinda, vous êtes éducateur, professeur au Collège Prince d'Épée, conseiller en orientation scolaire et professionnelle, et c'est supposé que vous avez les informations du gouvernement, du ministère de l'Éducation, en tout ce qui concerne les réformes importantes pour l'éducation en République démocratique du Congo. Sur ce sujet dont nous sommes en train de parler, dont nos téléspectateurs sont pleins d'espoir pour voir ces changements dans l'avenir de notre pays, pensez-vous que le gouvernement est en train de prendre des initiatives pour quand même apporter des solutions à cette situation que nous vivons actuellement? Naturellement, le gouvernement ayant la mission d'assurer l'éducation, fait des efforts pour améliorer les systèmes éducatifs de plusieurs manières. Aujourd'hui, il y a les systèmes des humanités pédagogiques rénovés qui sont en pleine expérimentation pour venir remplacer les humanités pédagogiques, justement pour corriger ces insuffisances de l'actuel système qui est plus théorique, n'est-ce pas? Mais moi, je crois qu'il faudrait un changement beaucoup plus important que celui-là, global et radical, voire approfondi. Et c'est ce que nous allons essayer de proposer tantôt. Alors, Monsieur Gérard, nous revenons à vos propos. Parlons du pragmatisme. Vous avez donné l'exemple des jeunes ou de ceux qui préfèrent faire des formations accélérées que de suivre un cursus scolaire préétabli ou universitaire. Que pensez-vous pour être des solutions, selon vous, en tant que corps éducatif en République démocratique du Congo, à cette situation de la théorie à la pratique et le savoir-être? En parlant du savoir-être, n'oublions pas l'éthique professionnelle. Il y en a qui ont les savoir-faire, mais qui ne savent pas collaborer avec les autres milieux professionnels. En l'ensemble de toutes ces situations, quelles sont les pistes de solutions que vous avez prévues pour mettre la République démocratique du Congo sur les rails du développement durable? Mes pistes de solutions découlent de mes observations faites sur terrain, des origines examinées autour du problème et aussi des inconvénients que nous avons remarqué également sur terrain. Nous avons dit, faute de former le savoir-être et le savoir-faire des Congolais, nous disons, il y a les chômages, il y a très peu de Congolais qui arrivent à entreprendre. Par contre, notre économie est dominée par des entreprises, des expatriés, très peu pour les Congolais. Alors, regardez l'incivisme routier que nous avons aujourd'hui, parce que nos écoles n'insistent pas sur le comportement. Ok? Alors, maintenant, en termes de solutions, il est simple. Il faudrait baser désormais notre éducation d'abord sur le savoir-être, ensuite sur le savoir-faire, et le savoir-être va être un complément. Comment? Il faut commencer à reformuler nos programmes éducatifs, changer les objectifs, intégrer des objectifs ou des compétences pratiques. Je l'ai dit ici, résoudre tel problème, appliquer telle notion, vous comprenez, et ne pas s'arrêter seulement aux notions ou aux objectifs tels qu'expliquer, définir, décrire. Une autre solution, c'est de pouvoir changer la manière d'évaluer l'évaluation. Il ne faudrait plus qu'on s'arrête
aux interrogations sur papier, n'est-ce pas? Comment expliquez-vous un enfant ou une salle de classe où dans le cours d'éducation à la santé, pour la santé et l'environnement, les élèves font de 8 sur 10, 10 sur 10. Mais quand vous regardez la salle de classe dans laquelle ils évoluent, la salle est très sale. Vous voyez ces contrastes-là. Intellectuellement, ils font de très bons résultats. Mais pratiquement, c'est nul. Ces résultats ne servent à rien. On forme des perroquets plutôt que des praticiens. Vous comprenez? Alors, il faudrait changer même la manière d'évaluer. Comment évaluer? Qu'est-ce que nous proposons? Il faudrait que nous ayons, supposons j'enseigne le cours de la volonté, psychologie, leçon en volonté en deuxième année des humanités. Après toute la théorie qui est prévue dans le programme d'éducation, pour évaluer les chapitres, il y a des projets qu'il faut appliquer. Je me rappelle quand nous étions apprenants chez le Salésien de Don Bosco, à un certain moment, on avait mis en place des projets. Quel projet? On avait un vaste terrain qu'il fallait venir planter de la pelouse, n'est-ce pas, pour donner plus de valeur à notre terrain. Et ces vastes terrains-là, c'était nous les élèves, on nous avait sensibilisés, nous sommes allés chercher des pelouses dans les quartiers pour amener ça à l'école, planter nous-mêmes, on n'a pas engagé quelqu'un pour ça, planter nous-mêmes tout ce terrain-là. Et c'était un terrain vaste qui nous avait pris du temps. Arriver à faire cela, c'est développer l'essence de la volonté chez les apprenants. En plus de cela, on nous avait demandé aussi à une autre époque que chaque élève devait atteindre un nombre X, et je ne me rappelle plus de nom, mais un nombre assez important d'arbres qu'il fallait planter. Venir planter à l'école et dans de chasser l'école. Cela peut être considéré dans le cadre des reboisements. Reboisement. Et puis l'avantage justement de formation pratique, c'est ça. C'est quand les élèves font des travaux pratiques, ça profite à la communauté. Et en même temps, on nous inculquait depuis la formation l'esprit de la lutte contre le changement climatique, la participation aux travaux communautaires, etc., etc. Donc, il faudrait... Maintenant, à l'issue de tout ce projet, le professeur a une fiche de conduite qu'il élabore et qui va lui servir d'outil de cotation, d'outil d'évaluation. Il faut regarder est-ce que l'élève est ponctuel, les sens d'initiative, les savoir-vivre, la salutation. Nous avons même élaboré, avant de venir ici, une fiche, n'est-ce pas? Une fiche qui permet au professeur d'évaluer le savoir-être de l'apprenant à l'issue de son cours sur la volonté. Nous dirons que la créativité fait aussi partie. Oui, il faut évaluer la maîtrise de soi, il faut évaluer l'essence de l'effort. Est-ce que vous les avez soumis aux travaux, aux activités et vous avez observé, est-ce qu'ils ont développé qui me fait montre de sens de volonté? Vous comprenez? Vous cotez cela. Et à la fin, vous allez vous allez associer le point théorique et la conduite même, mais en donnant une prédominance à la conduite. Si vous faites ça, à la fin, nous allons former des élèves qui ont réellement, après avoir suivi les notions sur la volonté, réellement, lui-même, il est capable de développer sa volonté, mais aussi d'aller développer la volonté chez les autres. Et si on fait ça dans chaque chapitre, dans toutes les notions que nous enseignons, c'est parfait. Et pour terminer... En parlant, votre intervention ressemble beaucoup plus à ce qui s'est fait dans le système LMD à l'université. Les étudiants, à la fin de leur cursus, doivent soumettre des projets. Y a-t-il une ressemblance avec votre proposition au niveau secondaire et primaire? Bon, moi, je n'ai pas suivi la formation dans le système LMD, mais j'entends parler quand je lis que ça semble être le cas. Vous comprenez? Mais je n'aimerais pas dire d'embrasser complètement le système LMD compte tenu des témoignages que nous recevons des étudiants qui suivent cette formation, et nous n'allons pas conseiller. Restons dans les cadres pratiques. Restons dans les cadres projets. Exactement. Restons dans ce cadre parce que là, c'est la même chose. Oui, là, parce que les systèmes LMD prévoient que quand l'étudiant a fini son étude, il doit écrire un projet pratique qu'il va mettre à l'exercice directement dans la communauté. Alors, pouvons-nous ramener cela à l'éducation scolaire, au primaire, secondaire, là où les enfants doivent passer des cotations, comme vous l'avez dit, intelligentes, des questions-réponses, à plutôt des cotations sur projet, comme vous l'avez dit. Oui, nous disons sur projet, je vois bien le lien. Sur projet, même non seulement sur projet, mais aussi la conduite. J'ai dit ici la persévérance dans le travail, l'essence de l'effort. J'ai dit aussi la ponctualité, le respect des engagements.
Vous comprenez? Tout cela, quand vous le soumettez dans des épreuves comme ça, et vous savez coter si l'élève fait preuve de cela. Et ainsi, vous aurez des individus dont la conduite est bien réglée en fonction des matières théoriques qu'ils ont eues et des pratiques qu'ils ont exercées, n'est-ce pas? Et aussi, donc, des apprenants bien équilibrés. Alors, je disais aussi, nous devons tenir compte du rapport de la discipline. Quand nous faisons des délibérations, généralement, j'ai remarqué dans beaucoup d'écoles, la discipline, on la relègue au second plan. Nos critères n'intègrent pas les critères comportementaux de la discipline. Et ça, c'est dommage. Vous comprenez? Pour moi, avant le premier des critères, avant que tout élève passe des classes, il faudrait d'abord voir quel est le rapport des disciplines que la direction des disciplines et ses titulaires font de lui. Si, durant l'année, il a eu une mauvaise conduite, eh bien, cet élève-là, il ne mérite pas de passer des classes. Parce qu'il faut aussi punir la mauvaise conduite. N'est-ce pas? C'est la conduite d'abord qui nous importe. Les valeurs, les attitudes d'abord. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission Parlons Éducation. Et aujourd'hui, nous parlons de l'évolution du système éducatif congolais, de la théorie à la pratique, avec M. Gérard Gérald, qui est conseiller en orientation scolaire et professionnelle et professeur aux humanités au collège Prince de la Paix, qui est en train de nous présenter à l'étape actuelle les solutions pour éradiquer la théorie dans les systèmes éducatifs congolais et passer plus à la pratique. Monsieur Gérard de Moulinda, nous tendons à la fin de notre émission. Quel est le rôle de la formation professionnelle, les stages et les incubateurs pour le développement de la démocratie du Congo? Les stages pour les étudiants, les formations professionnelles dans les centres, les incubateurs pour ceux qui rapprochent, ceux qui ont des idées de création des entreprises et qui les encadrent de plus près. Comment évaluez-vous cela dans les développements du système éducatif congolais, intégration dans les milieux éducatifs? Je crois que c'est la formation professionnelle, les stages professionnels ont un grand rôle à jouer justement dans la préparation de futurs cadres de ce pays, des futurs ouvriers de ce pays. Et l'avantage avec ce type de formation, c'est qu'elles sont justement pratiques et c'est généralement dans les stages qu'on cote aussi les attitudes des stagiaires. Et ça, c'est très capital. Je me rappelle quand j'étais stagiaire quelque part, nous avions une fiche qui cotait est-ce qu'on avait l'essence d'initiative, l'essence d'écoute. Parce que nous, dans notre domaine de psychologie, il faut avoir l'essence d'écoute, l'art de communiquer, l'essence d'observation. Ce sont des critères, quand on faisait les stages, que nos encadreurs voyaient, regardaient si nous avons cela. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il faut, c'est ces modèles-là qu'il faut amener même dans la formation des cycles longs et même de l'école primaire pour améliorer la qualité des apprenants que nous formons. Toutefois, je n'aimerais pas donner l'impression ici que nous voulons faire une confusion entre les cycles longs et la formation professionnelle. Ça, attention, nous ne disons pas qu'il faut rejeter la théorie et ne rester qu'avec la pratique. Non, nous disons plutôt qu'il faudrait, à côté de la théorie, chaque théorie doit être accompagnée de la pratique. Chaque chapitre théorique doit être accompagné de sa pratique au travers notamment des projets, des initiatives que le professeur doit mettre en place et les programmes doivent réserver 2 heures de pratique, n'est-ce pas? Pour chaque chapitre, il faudrait qu'il y ait, en plus de théorie, des heures de pratique pour permettre au professeur d'initier des projets, des activités, n'est-ce pas, qui permettent d'intégrer ces théories-là en pratique. Et aussi Gérard, des fiches pour coter la conduite. Une grande recommandation à notre système éducatif d'intégrer plus d'heures de pratique dans l'enseignement et des fiches de cotation pour les projets que les enfants auront fait ainsi que leur discipline scolaire. Absolument. Monsieur Gérard, vous parlez de la théorie et la pratique et les savoir-faire. Et dans la théorie et la pratique et les savoir-faire, nous voyons les étudiants actuellement qui étudient avec des outils de la nouvelle technologie. Vous avez parlé dans l'entrée de jeu que l'école congolaise est beaucoup plus théorique parce que nous n'avons pas assez des infrastructures pour devoir nous développer. Que recommanderez-vous à notre nation à ces propos avec tous les instruments qui existent déjà, qui peuvent aider les élèves ou les étudiants à aller beaucoup plus vite dans leur manière de réaliser leur travail dans les milieux professionnels? Moi, je crois que la première des choses, je demanderais au ministère de mettre à plus de ressources, d'avoir une politique nationale concernant le matériel didactique, n'est-ce pas? Il faudrait toute une politique nationale, voir
comment réaliser, comment doter les écoles de matériel didactique. Ça, c'est un de deux. Il faudrait former les élèves maîtres à la formation ou à la fabrication des matériels didactiques. N'est-ce pas? Avec les moyens des bords, on peut apprendre aux futurs enseignants, aux élèves maîtres, comment former les matériels, comment fabriquer le matériel didactique eux-mêmes pour qu'ils soient capables, quand ils seront devant les élèves, quand ils seront des enseignants, de fabriquer le matériel didactique dans les leçons qu'ils enseignent. Monsieur Gérard de Moulenda, tant d'observations à donner à nos téléspectateurs de ce qui se passe dans notre système éducatif actuel, tant de solutions à proposer et tant à partager. Ce soir, vous êtes surtout attaqué aux enseignants et aux professeurs, aux écoles, bien sûr, sans toutefois élucider la part des parents, des élèves, ainsi que du gouvernement en profondeur. Mais vu que nous sommes à la fin de notre émission, Monsieur Gérard, quels seraient les messages que vous adressez aux enseignants et aux parents en ces moments, en premier lieu? Quel sera le message que vous adresserez à l'élève qui est dans ces systèmes qui est théorique? Comment devrait-il se débrouiller pour avoir la pratique qu'il faut dans le milieu professionnel, vous en tant que conseiller en orientation professionnelle? Et comment chuterez-vous par lancer un grand message au gouvernement pour lesquels vous travaillez bien sûr au travers du ministère de l'Éducation dans votre école, les collèges Prince de la Paix? Quoi qu'il y ait une école privée. Alors, notre message, c'est de demander aux acteurs éducatifs que vous avez cités, notamment les ministères de l'Éducation, le parent, le promoteur, les élèves, etc., d'exiger ou de penser d'abord à ces modèles de système éducatif, n'est-ce pas, que nous proposons, celui qui est basé sur la pratique, la formation du savoir-être et la théorie après. Il faut y réfléchir, il faut y mettre des moyens, il faudrait exiger que nous puissions basculer vers ces systèmes-là. Et chacun a un rôle à jouer en ce qui les concerne. L'État, lui, son rôle, c'est de définir c'est de réunir les spécialistes et les experts, les gens qui sont de porteurs des idées, comme nous, et évidemment de nombreux autres experts et spécialistes, qu'on y réfléchisse pour proposer des pistes de solutions. L'État a également ses services spécialisés qui réfléchissent sur ces questions, prendre en compte ces recommandations-là. L'État a la responsabilité également de mettre des moyens pour pouvoir arriver à ces modèles de système éducatif. Mais pas seulement. Le promoteur des écoles qui investissent, ils ne doivent pas faire des écoles un lieu pour début essentiellement commercial, n'est-ce pas? Non, ils doivent faire une vraie école en donnant des moyens, je dirais en orientant l'essentiel des ressources de l'école à la formation pratique des élèves, en dotant les écoles des matériels didactiques appropriés, des ateliers pour ceux qui ont ceux qui ont des options techniques, des ateliers, des ordinateurs pour ceux qui font la commerciale et gestion, beaucoup de pratiques pour ceux qui font la pédagogie, etc., etc. Il faudrait aussi que les élèves eux aussi exigent de formations pratiques et de moins en moins théoriques. Et pas en désordre, évidemment, mais de manière ordonnée, ils doivent porter des plaintes auprès de professeurs et des responsables éducatifs, de manière à ce qu'ils soient entendus et que exigeant ces modèles d'éducation, qu'on les écoute et que nous puissions finalement aller vers un système éducatif que nous disons. Car cela suscite même l'intérêt chez l'apprenant. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. L'éducation est une affaire de tous en République démocratique du Congo. Votre contribution est nécessaire pour arriver à la pratique effective et transformer notre sol et sous-sol en des richesses que nous pouvons exploiter potentiellement. Comme notre pays est riche potentiellement, nous devons rendre cela physique et matériel. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce numéro de Parlons Éducation avec Monsieur Gérard qui nous a parlé de l'éducation avec ses recommandations dans les savoir-faire, les savoir-être qui vous aideront dans les milieux professionnels. Réclamez la pratique et chers parents, envoyez vos enfants dans la pratique, suivez-les de près à la maison et le gouvernement aura compris son message, celui qui est de mettre à la disposition des écoles des matériels didactiques pour permettre aux enfants d'apprendre beaucoup plus mieux. Nous sommes sur Yusra Télévision, au micro c'est Denis Kapajika, nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro.